un Tutsi rwandais qui dirigeait les Zaïre pendant 8 ans. Pas Mobutu, son directeur des cabinets. L'homme qui signait à sa place, qui décidait qui mangeait et qui mourait économiquement. Pendant la zaïrianisation de 1973, son nom, Bisengimana. En 1977, ses propres alliés l'ont sacrifié. Ce n'est qu'un des 7 hommes que vous allez découvrir aujourd'hui. Cet homme qui n'était pas Mobutu, mais qui, à un moment ou à un autre, ont tenu les Zaïre dans leurs mains. Un cousin qui a trahi par vouloir les tuer. Un chef espion qui a oublié jusqu'à son propre nom complet. Un homme né d'un père juif polonais devenu premier ministre d'un pays qui ne les considérait pas tout à fait comme l'un des siens. Et chacun d'entre eux a fini trahi par les systèmes qu'il avait servis ou par les hommes qu'il pensait être ses alliés. Voici les faits, vous conclurez. « 32 ans de règne, un seul homme au sommet, Mobutu Sese Seko, mais en dessous de lui, un jeu de chaises musicales permanent, où 7 hommes se sont partagés, tour à tour, les leviers réels du pouvoir, l'argent, les renseignements, l'administration, l'armée. Chacun a cru à son tour être indispensable. Chacun a fini soit disgracié, soit exilé, soit réduit au silence, soit mort dans des circonstances que personne n'a jamais complètement élucidées. Ce que vous allez entendre est reconstitué à partir des câbles diplomatiques déclassifiés, des rapports des Nations Unies et des témoignages directs publiés dans la presse congolaise et internationale. Avant d'aller plus loin, cette histoire croise des sources américaines, belges, congolaises et onusiennes. Et elles ne sont pas toujours d'accord entre elles sur certains points précis. Les conditions exactes de la chute de Bisengimana en 1977, par exemple, les sources divergent et je vous les dirai à chaque fois que ce sera le cas. Ce n'est pas un classement des popularités, ce n'est pas un palmarès de qui étaient les plus puissants. C'est l'histoire de 7 hommes pris dans un système où la proximité avec les pouvoirs était à la fois la plus grande protection et les dangers les plus mortels. Pour comprendre ces 7 hommes, il faut comprendre une règle que Mobutu n'a jamais écrite, mais toujours appliquée. Personne ne reste indispensable. Dès le coup d'État de 1965, il s'entoure d'un premier cercle, les groupes Mbinza, des hommes qui l'ont aidé à neutraliser Lumumba en 1960, puis à prendre le pouvoir définitivement 5 ans plus tard. Et pourtant, aucun d'entre eux ne reste au sommet indéfiniment. C'est le modèle qui va se répéter, génération après génération des fidèles. On monte vite. On devient l'homme par qui tout passe, et puis, un jour, sans prévenir, on tombe. 7 hommes ont vécu ces cycles, pas en même temps, pas de la même façon, mais tous selon la même logique. Et l'un d'entre eux a fini par faire ce qu'aucun des autres n'avait osé, retourner ses propres armes contre celui qu'il était censé protéger. On y vient. Les Tutsis qui dirigeaient les Zaïre, Bisengimana. Mai 1969, Mobutu nomme un certain Bisengimana à la tête du bureau de la présidence. Un Tutsi rwandais, dans un pays où l'appartenance ethnique conditionne tout. Pendant 8 ans, cet homme est, dans les faits, le rouage central de l'État zaïrois. Toute décision administrative passe par lui. Et en octobre 1973, c'est lui qui orchestre l'une des décisions les plus radicales du Zaïre, la zaïrianisation. La nationalisation forcée des milliers d'entreprises appartenant à des étrangers, redistribuées à des Zaïrois, souvent des proches du pouvoir.
C'est un pouvoir économique colossal, exercé par un homme dont la nationalité zaïroise elle-même restera contestée dans certaines sources de la diaspora jusqu'à aujourd'hui. Février 1977, la chute, officiellement sous la pression des notables du Kivu. Mais une source en lingala, publiée sur la plateforme Mboka Musika, raconte une version plus précise. Bisengimana avait des ennemis puissants à l'intérieur même du système, notamment Lito Moboti, oncle du président, et André Boboliko. Et quand la situation politique est devenue trop compliquée à gérer, Mobutu l'a, selon cette source, simplement sacrifié. Mécanisme exact, complot interne, pression internationale ou abandon calculé reste flou. Les sources ne s'accordent pas complètement sur ces points. Ce qui est certain, l'homme le plus puissant des Zaïre après Mobutu pendant 8 ans a disparu de la scène politique en quelques semaines sans procès, sans déclaration publique fracassante, juste disgracié. L'ombre sans visage sait y aller. Il y a des hommes dont l'histoire garde le nom, mais jamais le visage complet. Jean Setialé est de ceux-là. De 1979 à 1985, il est le conseiller sécurité en chef de Mobutu. C'est lui qui construit l'architecture du renseignement intérieur zaïrois et c'est sous son autorité que se forment les toutes premières promotions d'un jeune officier qui deviendra plus tard l'un des visages les plus connus de la sécurité du régime, Honoré Mbanda. Setialé est donc littéralement le mentor de l'homme qui lui succédera. Et pourtant, c'est le personnage le moins documenté de cette histoire. Aucune archive disponible ne détaille précisément son empire financier, ses réseaux bancaires, ni ce qu'il est devenu après 1997. Un homme qui a formé des architectes de la peur d'État du Zaïre pendant 6 ans et qui s'est volatilisé des archives publiques presque aussi efficacement qu'il avait, en son temps, fait disparaître les dossiers des autres. Le cousin qui a fini par vouloir les tuer, Nzimbi. Étienne Nzimbi Mbale Congo Ambassa, cousin de Mobutu formé par des instructeurs israéliens, commandant de la DSP, la division spéciale présidentielle, depuis sa création en 1985. 12 ans durant, cet homme est littéralement le bouclier humain du maréchal. 5 à 10 000 hommes, les estimations varient selon les sources entre l'évaluation de la CIA en 1988 et les rapports de l'ONU de 1994, dont la seule mission est la survie personnelle. Et c'est cet homme-là qui, dans les dernières 48 heures du régime en mai 1997, a, selon les sources les plus précises disponibles, tenté de faire abattre l'avion qui évacuait son propre cousin. Il avait déjà traversé les fleuves vers Brazzaville le 16 mai, avant même que Mobutu ne quitte Kinshasa. Nzimbi s'installe ensuite en Afrique du Sud, puis en Belgique. Il meurt à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles le 28 septembre 2005 d'une maladie naturelle selon le général Baramoto. Jamais arrêté, jamais jugé, jamais interrogé officiellement sur les exactions commises par la DSP sous son commandement, notamment les massacres documentés de la Commission des droits de l'homme de l'ONU en 1994. Les cousins à qui Mobutu avait fait confiance avait confié sa propre vie, a fini par devenir, dans ses derniers jours de pouvoir, l'une des menaces qu'il devait fuir. Mais Nzimbi n'est pas le seul à avoir survécu sans jamais répondre de rien. Il y a un homme dans ce système qui a fait quelque chose encore plus rare. Il a servi Mobutu jusqu'au bout. Il a ensuite servi ceux qui l'ont renversé. Vundoawe Tepemako, de 1992 à 1997. Jusqu'au dernier jour, littéralement, Vundoawe Tepemako occupe les postes de directeur des cabinets de Mobutu, l'un des postes les plus sensibles de l'appareil d'État, à l'époque la plus dangereuse du régime.
En 1994, avant les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, Vundoawe défend la loyauté de l'armée envers Mobutu en expliquant que le président entretient des rapports personnels avec tous les officiers de l'armée qu'il a formés, nommés et promis, et que cette dette personnelle garantissait leur fidélité. L'histoire allait prouver 3 ans plus tard que cette analyse était fausse, ce qui rend Vundoawe différent des 6 autres hommes de cette liste. Sa carrière ne s'arrête pas en 1997. En 2018, plus de 20 ans après la chute de Mobutu, il est nommé premier président du Conseil d'État sous Kabila fils, un homme qui avait défendu publiquement la légitimité du système mobutiste jusqu'à ces derniers jours, réintégrer les sommets de l'appareil judiciaire de l'État sous les régimes qui avaient renversé ce même système. Lito Moboti. Jean-Joseph Lito Moboti, oncle de Mobutu, en 1966, il est nommé ministre des Finances. Mais c'est en dehors du gouvernement qu'il construit son vrai pouvoir, un empire commercial fondé sur les rachats de Congo Frigo, faisant de lui les premiers grands distributeurs des produits alimentaires de Kinshasa. Selon son propre fils, interrogé par l'agence congolaise des presses en 2025, Lito était très écouté par Mobutu et l'a aidé à se maintenir pendant ses premières années de règne. C'est aussi lui qui, selon la source en lingala de Mboka Musika, fait partie des ennemis internes qui précipitent la chute de Bisengimana en 1977, l'oncle du président contre l'homme le plus puissant de l'administration. Lito meurt le 25 février 1982 et avec lui s'éteint son empire. Le groupe Lito Moboti tombe en faillite peu après sa disparition. Les conditions exactes de cet effondrement ne sont pas documentées dans les ressources disponibles. Un pouvoir entièrement construit autour d'un seul homme qui n'a pas survécu à sa mort. Les fils du Polonais, Kengo Wadondo. Né Léon Lubitz, fils d'un père juif polonais et d'une mère tutsi rwandaise, dans un système politique organisé autour de l'appartenance ethnique de la loyauté tribale. Kengo Wadondo est, par son ascendance même, une anomalie. Un câble diplomatique américain de 1974 déclassifié et consultable via Wikileaks les place 10e dans la hiérarchie officielle du bureau politique du parti unique, comme procureur général. Mais Kengo va faire ce qu'aucun des 6 autres hommes de cette liste n'a réussi à faire, survivre politiquement à Mobutu lui-même. Un second câble daté de 2010 révèle qu'il effectuait alors une mission discrète aux États-Unis et qu'il avait été mis en examen pour blanchiment d'argent en Belgique en 2003, avant que les charges ne soient abandonnées. Il deviendra président du Sénat de la République démocratique du Congo jusqu'en 2019, 53 ans après la première apparition dans les archives diplomatiques américaines. Baramoto, Mpama Baramoto Kata, beau-frère de Mobutu. Il avait épousé la sœur de la première épouse du maréchal. En 1987, simple chef de section, Mobutu en fait un général en l'espace de quelques années, non pas pour ses compétences militaires, mais pour sa loyauté familiale. Il prend la tête de la garde civile en 1996. Officiellement, 26 000 hommes, un budget équivalent à celui d'un ministère entier. Début 1997, face aux victoires successives de l'AFDL de Kabila, Mobutu les limoge pour incompétence lors des dernières 72 heures du régime. Baramoto n'est même plus au palais. Il participe aux dernières décisions par téléphone. Il s'installe en Belgique, 15 années d'exil. En mars 2012, il revient à Kinshasa, officiellement pour les obsèques de sa mère. Interrogé par la radio Okapi, il parle de son ancien rival Nzimbi avec respect
Il minimise les exactions commises sous son propre commandement, notamment les massacres des 150 étudiants de l'université de Lubumbashi en 1999. Il n'a jamais été jugé pour ça. Les beaux-frères qui commandait 26 000 hommes a fini par revenir dans son pays libre pour enterrer sa mère. Cet homme, 7 pouvoirs différents. L'administration, les renseignements, l'armée, l'argent, la justice, la diplomatie et un seul point commun. Chacun d'eux, à un moment donné, a cru être devenu indispensable au système qu'il servait. Bisengimana a 8 ans au sommet de l'État, sacrifié en quelques semaines. Zimbi, cousin et bouclier Ima, devenu menace dans les dernières 48 heures. Lito, dans l'empire entier, ne survit pas à sa propre mort. Mobutu n'a jamais permis à un seul de ces hommes de devenir plus grand que lui. C'était la règle implicite du système, et c'est peut-être la seule règle qui n'a jamais été enfreinte. Mais cette même règle a fini par se retourner contre lui, parce qu'un système où personne n'est jamais en sécurité produit à la fin des hommes prêts à tout, y compris à trahir celui qui l'a fait. L'histoire de ces 7 hommes, c'est l'histoire d'un pouvoir qui ne se partage jamais vraiment. C'est l'histoire de ce que les Zaïre de Mobutu a fait de ses serviteurs les plus proches. C'est l'histoire des 7 trahisons. Certaines commises contre eux, certaines commises par eux. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la, parce que ces noms disparaissent des mémoires plus vite que les faits qu'ils ont vécus. La prochaine vidéo qui vous attend déjà, la suite de celle-ci, pour parler des autres hommes les plus puissants qui ont bougé les Zaïre.